Allez, me revoici pour la fin du cours. Donc là, on a vu dans un premier temps le filtrage dans le domaine électrique, électronique. On verra un petit peu, enfin vous l'avez vu aussi dans le domaine informatique avec le filtrage sous MATLAB. On verra dans les TD que je vais vous donner, donc peut-être pour la semaine prochaine, pour éviter de vous surcharger de travail quand même, le filtrage numérique aussi, hein, vous allez voir, très très important le filtrage numérique. Donc on a les trois domaines, hein, l'électronique qu'on vient de voir, le filtrage numérique, et enfin le domaine de la mécanique, on va voir le filtrage mécanique. Vous allez voir, il existe en effet, et il est lié donc à quoi? Un exemple ici qui est l'amortisseur. Alors il faut savoir qu'un amortisseur est constitué de deux éléments. Alors dans un premier temps, le ressort qui est ici. Alors, pas de problème, on le voit bien. Et derrière, ce que vous voyez là, ce fameux, ce qui ressemble fortement à un vérin, et qui est un vérin d'ailleurs, qui est l'amortisseur. Voilà. Voilà de quoi est constitué en réalité un système de suspension sur n'importe quel véhicule d'aujourd'hui. Et on va voir que ces deux éléments associés vont permettre de filtrer réellement les oscillations de la route pour avoir un confort maximum au niveau des usagers. Donc on est vraiment sur un système de filtrage. Alors, on a fait une petite représentation ici donc de l'ensemble des éléments. La masse représente la masse du véhicule, on a le ressort avec sa raideur K, et l'amortisseur qui est ici, une roue, ici en contact avec le sol. Alors, on peut représenter les équations mathématiques qui sont ici, où je vous rappelle pour un ressort, on a F, ça sort de la feuille, pardon, F, alors je vais le mettre comme ça, F qui est égal à K fois X, la raideur fois l'allongement du ressort, hein, X qui est égal à delta L moins L0, ou L0 moins L tout à fait, enfin le delta L, pardon, qui est égal à L0 moins L. Donc ici, on va retrouver la relation ici de mon ressort, qui est porté par Z, hein, l'axe ici est à la verticale, donc moins KZ, porté vers le bas, ici, donc on a FRZ. Et puis, du côté de l'amortisseur, c'est pas à savoir par cœur, mais il faut savoir que l'effort, ici, même chose, de l'amortisseur, porté par Z qui est négatif, va dépendre du coefficient d'amortissement, qui est ici, qui est réglable pour le coup, c'est-à-dire en fait c'est le débit entre la chambre avant et la chambre arrière qui va circuler, et Z' de t, c'est-à-dire dz sur dt, qui correspond à quoi? À la vitesse de déplacement de la roue portée par Z. Voilà le deuxième effort ici de l'amortisseur. Alors, donc deux cas de figure, je vous l'ai dit, route horizontale et route ondulée, où on voit bien que l'ensemble d'un amortisseur va suivre la route. Et ce qu'on va essayer de faire, évidemment, c'est quoi? C'est de filtrer donc la route ondulée pour que la masse ait une amplitude minimum et une fréquence lente. Pourquoi? Parce que vous allez voir, plus la fréquence est rapide et plus vous allez être sollicité à des oscillations qui sont très très désagréables. On verra aussi au niveau de l'amplitude, il faut que l'amplitude en fonction de la fréquence soit bien calculée. Pourquoi? Parce que soit vous allez avoir des nausées, parce que vous allez avoir une impression d'être dans un bateau avec du roulis, comme ceci, très régulièrement, ou du tangage avant-derrière, très très lent, donc sur des fréquences lentes avec des grandes amplitudes, qui va vous donner tout simplement des nausées, tout simplement la germe, on peut le dire. Après, si vous êtes sur des fréquences plus rapides avec des faibles amplitudes, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir beaucoup d'oscillations sur des suspensions très dures, type voiture de course, ce qui est très inconfortable sur une voiture de grand tourisme. Voilà, donc il va falloir jouer sur ce coefficient d'amortissement et sur la raideur du ressort pour essayer de trouver le meilleur binôme possible entre ces deux éléments pour avoir le confort optimum au niveau des usagers. Alors, ce que je vous conseille fortement, c'est, bon, là, étant donné que tout est en flash, je ne peux pas le lancer sur ma tablette, donc je vous conseille fortement d'aller voir le lien qui est ici. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir jouer un petit peu justement avec ces différents éléments et regarder ce qui se passe, et regarder l'évolution de la réponse de la caisse de la voiture par rapport aux oscillations de route, la fréquence et l'amplitude, et en fonction des coefficients d'amortissement et du raideur. Donc allez-y surtout, passez un petit peu de temps sur ce site pour vous amuser un petit peu, pour appréhender ce que je viens de vous dire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le principe fondamental de la dynamique, somme des forces égale ma, portée par z. On sait que l'accélération suivant z, on peut l'écrire comme... pardon, j'ai raté mon stylo, on va changer de couleur, l'orange me plaît pas énormément.
Allez, tiens, un petit peu de vert. Donc on peut l'écrire d carré z sur dt carré. Je vous rappelle cette notation qu'on a vue quand on a fait la cinématique analytique, qui représente donc l'accélération sur z, d'accord, donc la dérivée seconde de z de t, et donc l'accélération suivant z. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, que la résultante des forces en présence est nulle sur route horizontale, en effet. Qu'est-ce qu'on a sur route horizontale? On n'a pas évidemment d'oscillation, donc le terme que je vais retrouver ici sur ma force de l'amortisseur est nul, puisque c'est une vitesse. L'accélération, c'est-à-dire le déplacement de z est nul, du coup l'accélération est nulle, et on va retrouver uniquement la force du ressort qui va permettre de garder le contact simplement de la roue sur le sol. C'est tout ce qu'on va retrouver. Alors maintenant, si on passe sur une route plus ondulée, on va retrouver donc mes deux équations, donc mes deux efforts, l'effort d'amortissement et l'effort du ressort. Donc je vous laisse lire, constante raideur, c'est des choses que vous connaissez, et le coefficient d'amortissement, je vous laisse lire, je vous en ai parlé un petit peu. Voilà, lisez un petit peu la définition des deux si vous êtes peu sensible à ces termes. Par exemple, j'imagine que ceux qui ont fait le robot sur le robot jumping seront tout à fait à l'aise sur cette partie. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, si on applique l'équation du principe fondamental de la dynamique sur la résultante des forces, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens bien donc les deux forces, d'accord, du ressort et de l'amortisseur, qui est égale à la masse fois l'accélération, donc d carré z sur dt, l'accélération portée par z. Si je passe ce terme de l'autre côté, qu'est-ce que je vais retrouver? Donc moins kz, ici, hop, l'effort du ressort, ici, moins c dz de t, l'effort de l'amortisseur, et enfin, le terme lié à la masse et à l'accélération en négatif. Alors ici, on se retrouve avec une équation différentielle du second ordre. Alors on avait vu l'équation différentielle du premier ordre où vous avez fait une démonstration où vous n'aviez strictement rien compris. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas vu encore les logarithmes, les intégrales, etc. Ni l'exponentielle d'ailleurs. Quand on a fait les moteurs à courant continu sur le circuit RL. Donc voilà, je vous avais fait une petite démonstration. Alors ce qu'il faut savoir ici, on peut résoudre aussi cette équation. Elle est hors programme, c'est ce que je vous ai noté, je crois, juste après. Voilà, hors programme. Donc on ne va pas s'amuser à faire une démonstration de la résolution de cette équation, il n'y a aucun intérêt. Vous apprendrez tout ça l'année prochaine en poursuite d'études. Comment on voit que c'est une équation différentielle du second ordre? C'est qu'ici, on a un polynôme au carré. Voilà, s'il est au carré, c'est une équation différentielle du second ordre. Ici, par exemple, si je me ramène juste sur cette forme-là, sans le terme d carré z sur dt, c'est une équation différentielle du premier ordre. Avec le... si j'enlève un petit peu tout, voilà, avec le terme donc d carré z sur dt carré, on obtient une équation différentielle du second ordre. Voilà, tout ce que vous avez besoin de savoir au niveau du vocabulaire et surtout pas à savoir la résolution. Donc on vous dit l'étude dans le domaine temporel, donc hors programme, permet de représenter la réponse de la position de la masse, c'est-à-dire de la masse de la voiture, c'est-à-dire du corps de la voiture, suivant l'axe Z lors d'une variation brusque au niveau de la route. Donc on peut retrouver donc trois réponses, une réponse pseudo-périodique, donc on voit avec une amplitude importante et des oscillations importantes, une réponse critique, alors on en parlera peut-être un petit peu plus tard sur pourquoi on l'appelle critique, et apériodique, qui ont des variations plus lentes pour atteindre donc la position de la caisse. Alors, évidemment, ces trois allures dépendent de quoi? De la masse, de la voiture, bien entendu, du coefficient de raideur, du ressort et du coefficient d'amortissement. Ce sont les trois paramètres sur lesquels, évidemment, on va agir pour faire évoluer la réponse d'une oscillation au niveau de la voiture. Alors, l'étude fréquentielle en régime sinusal permet de représenter la réponse de la position de la masse suivant l'axe Z sur une route ondulée. On a bien affaire à un filtre du second ordre, en effet. Pas de problème. Alors, il faut savoir que tout ça est tiré, alors pas les équations mécaniques que j'ai élaborées, mais en tout cas cet exemple-là est pris d'un sujet de STI 2D de 2016 sur le FCT.
D'accord? Donc là, je vous ai mis l'amortisseur hein, de ce FCT, puis là, un des petits extraits pour qu'on puisse répondre à une ou deux questions. Donc pour assurer le confort des passagers, il convient d'atténuer le plus possible les fréquences indésirables. Première hypothèse, c'est le modèle d'étude retenu est réduit à un quart du véhicule. Donc ici, on a les fréquences, sensations subjectives et la tolérance. Alors, variation de fréquence, tressautement pénible, rapide et intolérable, sec et sportif, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, à la limite du tolérable, c'est très fatigant à la longue en effet, physiquement, hein, pour le corps. Ensuite, on a une fréquence qui varie de 1,4 à 0,9 où on vous dit confort et moelleux, on dit on a une bonne tolérance, donc on est plutôt dans une voiture de tourisme confortable. Et puis ensuite, on peut encore diminuer la fréquence, et là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une sensation de roulis de tangage importante, et vraiment une tendance à des nausées importantes. Donc évidemment, à nouveau à éviter. Donc, question du sujet, préciser quel serait le type de filtre idéal, et faire une représentation graphique, préciser les valeurs des fréquences de coupure. Alors, tout le monde l'a compris, ici on va se situer donc sur cet intervalle de fréquence, d'accord? Il faut que la fréquence se situe entre 0,9 Hz et 1,4 Hz. Très bien. Et il faut qu'en dehors, les fréquences soient nulles. Donc il faut qu'on utilise un filtre passe-bande, tout à fait. Alors, sous quelle forme? Bon, on va le dessiner. Hein, entre donc 0,9 et 0,4. On l'a vu en cours, donc je vais reprendre un petit tableau de tout à l'heure. Ok, très bien, parfait. J'ai décalé un peu ma tête parce que j'ai plus accès à mes menus. Hop, hop, et on va faire ça en bleu. Alors, le filtre, hop, on y va, tac, tac, avec ici, donc on va mettre le A, donc J oméga, ma fonction de transfert, d'accord, pas de problème, ici on va mettre la fréquence, et donc il me faut un filtre passe-bande, c'est-à-dire qu'il faut que je supprime les basses fréquences, jusqu'à combien? Jusqu'à, donc on a dit, j'ai oublié, je crois que c'est 0,4, de 0,4 à 1,9, vous confirmez? On va revenir de 0,9 pardon, à 1,4, je vais inverser. Donc de 0,9 à 1,4, donc ici je vais me retrouver avec du 0,9 jusqu'à 1,4. Ça veut dire ici que je veux que mon système fonctionne, c'est-à-dire que je veux laisser donc passer ici mon signal sur cet intervalle ici. Donc, hop, je vais le mettre en rouge, du coup, je vais le repasser en rouge. Ici, hop, je supprime les fréquences inférieures et je supprime les fréquences supérieures. Voilà, je réalise mon filtre passe-bande. Donc, on peut écrire aussi que la bande passante était comprise entre quoi et quoi? Entre 0,9, comme on l'a vu en cours, hein, et donc 1,4. Voilà. Parfait. Donc voilà ce qu'on attendait au niveau de la réponse du sujet. Vous voyez? Question simple, hein, c'est une question très bien qu'on pourrait vous poser sur le filtrage. Je reviens sur le cours. Bon voilà, on a répondu à la première question. Ensuite, on continue. Donc la réponse de la caisse du véhicule à une sollicitation fréquentielle dépend du réglage de la suspension. Des études par simulation sont réalisées pour rechercher une solution technologique la mieux adaptée. Pour ce faire, on applique un déplacement vertical d'amplitude 4 mm imposé par le prototype de fréquence variant de 0,7 Hz à 5 Hz. Voilà ce qu'on a fait. Ok, on vous donne les caractéristiques et on vous file la simulation. Alors là, je vous ai remis des petites couleurs à l'avance parce que sinon c'était quand même globalement un peu illisible en noir et blanc. Donc on vous dit que la simulation du modèle numérique ont permis de relever les réponses de l'amortissement pour les différentes sollicitations de fréquence en faisant varier K, la raideur du ressort, et C, le coefficient d'amortissement. Le résultat des essais, les voici. Donc ici, sur l'axe des ordonnées, vous avez le déplacement de la caisse en mm, sur les abscisses, la fréquence. Ici, on vous donne les différents coefficients de raideur et les coefficients d'amortissement. Et on voit en effet qu'on a des évolutions plus ou moins importantes. La question par rapport à ce graphe était de comparer les 4 courbes issues de la simulation numérique en argumentant, conclure en identifiant la courbe qui répond le mieux aux conditions de confort, préciser les valeurs optimales de K, donc de la raideur du ressort et du coefficient d'amortissement. Alors, je vais reprendre mon stylo, on va se mettre une couleur pour le coup que j'ai pas utilisée, tiens, le jaune par exemple. Alors, on peut déjà comparer par exemple déjà les deux. Je vais décidément me redéplacer. Ok, voilà. Oui, c'est bon. Alors, on va donc prendre les deux premières. Qu'est-ce qu'on peut observer? Alors, on va essayer de répondre à la question ensemble. Hein. Vous ferez pause si vous voulez rédiger correctement. Qu'est-ce qu'on observe? On observe donc sur la courbe rouge et verte ici que la raideur étant la même et qu'on a fait varier le coefficient d'amortissement. Qu'est-ce qu'on peut voir?
Donc on observe que la raideur, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, que la raideur est identique et que le coefficient d'amortissement est différent. On observe donc entre le rouge et le vert une différence importante d'amplitude, mais avec une variation de fréquence sur les tordus qui est sensiblement identique. D'accord? Et des variations importantes au niveau de l'amplitude. Voilà ce qu'on remarque entre ces deux courbes. Si je prends les deux suivantes, c'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a gardé pour le coup le même coefficient d'amortissement, qui est ici. Par contre, on a fait varier la raideur du ressort. Donc entre le bleu et le orange. Alors, on voit que si j'augmente fortement, pourquoi? Parce que là on a augmenté fortement le coefficient, la raideur du ressort, qu'est-ce que je vois? Je vois que je vais avoir une amplitude importante, ce qui n'est pas forcément très agréable, hein, on l'a vu, et surtout je vais atteindre des fréquences importantes. C'est-à-dire qu'on voit que l'amplitude des fréquences, si on fait une moyenne des fréquences, va se décaler vers la droite, et on va atteindre des fréquences plus importantes, on l'a vu, c'est pas du tout souhaitable, hein, c'est très inconfortable. Donc déjà, on peut se dire que augmenter la raideur n'est pas forcément une bonne chose, donc on peut supprimer cette courbe bleue. Ensuite, si je regarde rouge, vert et orange, du coup, qu'est-ce que j'ai? On voit que j'ai des amplitudes importantes, donc moi la coupe verte, je la supprimerai, je regarderai la coupe rouge, on est sur des valeurs de fréquence trop élevées par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport au niveau du confort. Du coup, je verrai aussi la rouge, il ne nous resterait plus que la orange, et on va regarder la orange, globalement, amplitude faible, et on est sur des fréquences, on voit qu'au niveau de l'amplitude, la réponse fréquentielle, on voit qu'on est sur environ allez, j'ai tracé un peu à l'arrache, mais on voit qu'on est entre du 1 et du 1,5 ici à ce niveau-là, ce qui répondrait correctement au cahier des charges, c'est-à-dire entre le 0,9 et le 1,4. Voilà. Du coup, la courbe qu'il faudrait sélectionner avec les coefficients, puisque je crois, voilà, on vous demande préciser les valeurs optimales de K et de C en réponse à ce qu'on a fait. Donc, préciser qu'on va choisir donc la dernière courbe, donc ici la courbe orange sur laquelle j'ai repassé en orange, avec la constante donc, de raideur de 15 000 Newton par mètre et le coefficient d'amortissement de 2000 Newton par mètre. Voilà. Voilà la courbe à choisir qui répond donc au cahier des charges, et évidemment, vous le précisez et vous l'expliquez comme je viens de vous le faire. Et ben voilà, je crois que on a, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a fini, mais oui, le cours. Ah non, on a encore le moteur asynchrone, d'accord. Et ce que je vous propose, c'est de faire ce petit TD sur le moteur asynchrone et sur le filtrage. Vous le faites tranquillement à la fin, là, en relisant avec la fonction de transfert que vous avez ici. Sachant qu'on en a déjà parlé, on a déjà vu ça un petit peu, je vous l'ai présenté au moment où on a fait les MLI, à quoi servaient les MLI? Justement, à essayer de reproduire, donc, de transformer en tout cas un signal à courant continu en un signal sinusoïdal, une belle sinusoïde, grâce à la MLI. Voilà, et l'utilisation, j'entends bien, d'un fil. C'est exactement ce qu'on fait ici, c'est-à-dire qu'ici on est sur la barrière d'Ekmapark, sur un moteur asynchrone qui est alimenté donc en énergie continue, et on va, grâce à la MLI et un filtre, reproduire une sinusoïde, donc un courant alternatif. Voilà, avec la fonction de transfert qui est ici, que vous reconnaissez, donc on voit bien donc une fonction de transfert du premier ordre, de type, typiquement filtre passe bas. Pourquoi? Parce que je suis bien sur la forme de 1 plus, je me rappelle, RC, alors J, pardon, je vais mettre le J après, c'est pas grave, oméga, voilà, d'accord? Et donc ici, le 0,01 serait égal à RC. Donc on est bien sur un filtre passe-bas, pas de problème. Donc vous me relevez la période, la fréquence et la fréquence de coupure. Je peux même vous donner peut-être je vais dire les valeurs, je vais regarder si je les ai, comme ça vous ferez ça tranquillement en application. Oui, j'ai. Donc je vais vous donner les résultats, les réponses. Voilà, c'est juste de l'application de formule. Donc la période, il faut juste la mesurer. Ici je l'ai tracée. Donc on est à 0,04 secondes. Ensuite la fréquence, on est à 25 Hz. Ici, vous savez que la fréquence, c'est 1 sur T. Et la fréquence de coupure, vous la calculez, exactement comme on l'a fait dans le cours. Vous êtes à, exactement à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le même calcul, à 159,23 Hz. Voilà pour la fréquence de coupure. Voilà, donc voilà un petit exercice, un petit exemple d'un filtre passe-bas
sur une MLI pour reproduire un courant alternatif. Ce qui est le cas hein, très régulièrement, hein, typiquement sur le VAE. Hein, pour ceux qui sont en projet sur le VAE, c'est exactement ce qui se passe. Hein, on est sur un moteur synchrone qui fonctionne donc avec une énergie alternative. À partir d'une batterie à courant continu, qu'est-ce qu'on fait hein? Donc on vient hacher. Ici, on va utiliser une MLI pour reproduire la sinusoïde qui est ici. Et puis surtout, en fait, on va utiliser donc différents hacheurs hein, et on va décaler hein, les MLI ici de 120 degrés donc pour reproduire donc les 3 bobinages pour alimenter donc les 3 bobinages du moteur synchrone. S'il y en a 3, hein. S'il y en a plus, il faudra faire plus évidemment. Voilà un bel exemple. Donc vous me faites ça, vous me finissez ça sur la conclusion du cours et voilà. Je vous retrouve. Là, on est quel jour je sais même plus. On est dimanche, donc je vous retrouve demain pour la correction des TD de la séquence 8 et puis je vous diffuse ça sur ma chaîne pour que vous puissiez faire le cours. Et ensuite, on fera un petit apport sur les fils numériques et un TD sur Excel que vous pourrez faire certainement à la maison. Voilà. Je ne vais pas vous donner trop de travail d'ici les vacances, hein, on finira par ça, je ne vous en donnerai pas plus, ça ne sert à rien que je vous assomme de travail, puisque de toute façon on n'est pas du tout en retard, que cette séquence est pour le coup pas simple, hein, puis vous allez voir que la suite, donc le petit apport de connaissances sur les fils numériques ne sont pas simples non plus. Et voilà, je ne souhaite pas que ce soit trop complexe pour vous et que vous soyez complètement perdu. Donc je pense que d'ici les vacances, on s'arrêtera là-dessus. Je vous demanderai certainement la semaine d'avant les vacances de travailler fortement les oraux et ce qu'on essaiera de faire, c'est ce que j'ai fait un petit peu avec Flora, c'est que vous puissiez me transmettre directement sur Discord votre support informatique, que je puisse le regarder et qu'on puisse en communication, soit je vous appelle via Discord comme j'ai fait avec Flora pour que vous puissiez apporter des modifications à votre support informatique parce que voilà, qu'on puisse le faire évoluer avant et peut-être pendant les vacances si c'est nécessaire. Voilà, je vous dis bon courage, merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à très vite sur Discord. Ciao.